Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver comme chaque soir sur LN24. Soyez les bienvenus dans votre émission Le Monde de Rien. Et puis salut Nico. Salut Jim, au programme ce soir du décryptage pour vous aider à mieux comprendre l'actualité du jour, des images fortes et bien sûr une rencontre avec une personnalité en fin d'émission et tout ça pendant 1 heure. Mais commençons par le commencement et le commencement, Jim, c'est de l'actu. Oui, chute du gouvernement Bayrou, c'est loin d'être une surprise, mais la période qui s'ouvre en France peut être résumée en un mot. Ce mot, c'est incertitude. Que va-t-il se passer maintenant chez nos voisins français? Un nouveau Premier ministre, une nouvelle dissolution, voire même une démission du président de la République. On vous explique tout avec nos experts dans quelques instants. Et puis Nico, chaque soir dans Le Monde ou Rien, c'est aussi un tour d'horizon en images des actualités qui ont marqué la journée. Oui, on vous emmènera notamment aux États-Unis avec une lettre compromettante et un raid anti-immigration, mais il y a aussi et surtout cette image de la flottille pour Gaza qui aurait été frappée par un drone au large de Tunis. La Tunisie dément. Explication d'ici une vingtaine de minutes dans l'arrêt sur image d'Alexandre Gérard. Et puis Jim, Le Monde ou Rien, c'est chaque soir une rencontre avec un grand invité, avec une personnalité. Oui, et puis quelle personnalité ce soir, puisque c'est la légendaire Catherine Lara qui sera avec nous avec ses tubes mythiques comme Nuit Magique ou encore Roqueuse de Diamants. Mais ce soir, elle vient nous présenter ce que vous voyez à l'écran, un spectacle, une création musicale mêlant violon, danse contemporaine et message fort. Ça s'appelle Identité avec S et on en parlera avec elle juste après 22h30. Et enfin, on terminera en beauté avec le scroll de Marie-Jean Riès, toutes ces actualités qui ont buzzé aujourd'hui sur les réseaux sociaux et notamment une nouvelle tendance sur TikTok qui inquiète les tétines pour adultes. Oui, vous avez bien entendu, voilà, comme vous le voyez sur les images, ça se passe de commentaires. Voilà un bien beau programme pour ce soir. Bienvenue dans Le Monde ou Rien et on commence tout de suite avec le grand dossier du jour. On ouvre le 22h10 Actu. Allez, on passe aux tétines, des tétines à la politique. Jim, j'allais dire pour une fois, mais c'est un peu le cas depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Nouvelle crise politique en France. Oui, une des chutes politiques les plus prévisibles de ces dernières années. François Bayrou, Premier ministre français, a demandé un vote de confiance à l'Assemblée nationale hier et quasiment tous les observateurs l'annonçaient. Il n'aura pas de majorité. Résultat, hier, aux alentours des 19h15, chute du gouvernement Bayrou. Nombre de votants 573, nombre de suffrages exprimés 558, majorité absolue des suffrages exprimés 280, pour l'approbation 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Toute première fois de l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement tombe lors d'un vote de confiance du côté de ceux qui ont voté pour. Évidemment, le groupe macroniste, Modem et Horizon, avec aussi une partie des députés les Républicains qui se sont divisés, insuffisants pour sauver le soldat Bayrou face au vote allant du Rassemblement national à la France insoumise, avec aussi les écologistes, les socialistes et les communistes. Et pour se rendre compte de la crise que traversent nos voisins français, rien de mieux que de regarder les unes des grands quotidiens ce matin. Oui, toujours un plaisir le lendemain d'une grosse actu. Commençons tout d'abord, si vous le voulez bien, chez nous. Bye bye Bayrou nous dit le soir, quand la Libre titre plutôt sur la France qui s'enfonce dans la crise politique. Si nous partons chez nos voisins français, Libé, qui nous habitue, on peut le dire, à de grandes unes, fait un jeu de mots entre cette actu liée à Bayrou et puis la mort du chanteur de Supertramp. Pour le Figaro, Bayrou s'en va, Macron est sous pression. Le Parisien, de son côté, titre chronique d'une chute annoncée. Et puis, vous le voyez, vous allez le voir à l'écran dans quelques instants, le voici. La Tribune pose cette question, chute du gouvernement. Et maintenant, point d'interrogation. Et justement, Jim, question très simple, que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, Emmanuel Macron prend acte de la chute de Bayrou et nommera son successeur dans les tout prochains jours. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée. En attendant, eh bien, les Français auront droit à un gouvernement en affaires courantes. On connaît bien ici en Belgique. Si le président Macron ne nomme pas de nouveau Premier ministre, l'autre option, ce serait une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Mais attention, seulement 15% des Français seraient favorables selon une enquête. Vous le voyez à l'écran, pour Challenge. En clair, les Français retourneraient voter pour voir si l'arithmétique de l'Assemblée nationale serait différente. Un risque, on peut le dire, pour le président français. Pourquoi un risque, Jim ? Eh bien, tout d'abord parce que la première dissolution, rappelez-vous, ça ne lui a pas trop réussi à Emmanuel Macron. Ensuite, parce qu'opérer une dissolution après une défaite, après ce vote de confiance, serait tout simplement risqué. Et enfin, rien ne nous dit aujourd'hui qu'une nouvelle dissolution pourrait lui être favorable. Ça pourrait même encore un tout petit peu plus aggraver la division politique française. Une dissolution qui reste malgré tout la piste privilégiée par le Rassemblement national. Parce que le peuple français
est la clé de déblocage de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il faut faire confiance aux Français. Et moi, j'ai au moins la lucidité de dire aux gens que si on ne change pas les politiques, si on ne change pas les gens qui sont au pouvoir, alors leur quotidien ne pourra pas changer. Pour la dissolution. Et puis, dernier élément sur cette possible dissolution, s'il utilise cette dernière carte, et bien derrière ça, il ne lui reste que sa démission à proposer, ce que souhaite d'ailleurs la France Insoumise, ce que le président Macron a exclu catégoriquement. Et puis, cette démission, ça reste malgré tout le dernier scénario possible, mais probablement le moins réaliste. Regardez ce chiffre à l'écran, 2 tiers des Français seraient favorables malgré tout à cette option, et la France Insoumise le martèle depuis un certain temps. Aujourd'hui qui est posé à la démocratie, il est à l'Elysée, il s'appelle Emmanuel Macron et il faut qu'il parte. Monsieur Bayrou a continué la politique de Monsieur Macron alors qu'elle a été battue dans les urnes. Il faut donc que Monsieur Macron soit s'en aille, soit destitué par les députés à l'Assemblée nationale. Et les Insoumis ont déjà déposé une motion de destitution contre Emmanuel Macron, c'était aujourd'hui. Si on revient, Jim, sur le scénario le plus probable, il pourrait nommer qui ? Bon, avant de passer au nom, il y a une bonne liste de noms. Parlons plutôt du profil. Le président français, il devra tout d'abord identifier un Premier ministre capable tout simplement de rassembler suffisamment de députés à l'Assemblée nationale pour tenter d'éviter ce blocage permanent. On évoque évidemment plusieurs pistes, plusieurs coalitions pour tenter d'empêcher ce blocage, comme par exemple une entente entre le Parti socialiste, le Bloc central et les Républicains. On estime à l'Élysée que la coalition entre la droite et les macronistes est plutôt solide. Le président Macron a demandé à ses troupes de travailler avec les socialistes pour élargir cette coalition, mais de là à nommer un socialiste Premier ministre, on n'y est pas encore. Selon des sources proches de l'Élysée, Emmanuel Macron préférait donner les clés de Matignon à une personnalité de confiance. Bon Jim, est-ce qu'on a des noms quand même ? Le nom qui est sur toutes les lèvres depuis hier, c'est celui de Sébastien Lecornu, l'actuel ministre des Armées français, un fidèle du président. On évoque aussi, vous le voyez à l'écran, on évoque aussi Éric Lombard, ministre de l'économie, tout d'abord pour son profil économique, mais aussi parce qu'il est une personnalité politique proche de la gauche, capable de parler aux socialistes. Le nom de Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, est également cité. Yael Braun-Pivet, de son côté, s'est dit prête à aller à Matignon si on le lui demandait. Ça, c'est pour le camp présidentiel. Certains lui recommandent plutôt une cohabitation avec la droite, par exemple avec Xavier Bertrand. Pour terminer, Jim, est-ce qu'on a d'autres pistes ? Oui, autre piste, aller chercher un Premier ministre dans l'autre camp. Olivier Faure, par exemple, pour les socialistes. Mais là, Bruno Retailleau à droite et Jean-Luc Mélenchon à la gauche radicale ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne soutiendraient pas cette candidature. Et puis un tout petit mot sur Gabriel Attal, qui suit peut-être la politique belge, on lui demandera, et qui lui demande justement que le président désigne un négociateur, un facilitateur capable de mettre tout le monde autour de la table. Merci Jim pour ce point sur la situation et pour aller plus loin avec nous ce soir, deux invités. Oui, tout d'abord ici avec nous en plateau, un visage que vous connaissez bien, celui de Nicolas Beygard qui est politologue, professeur de communication politique à l'IEX, à l'ULB et à Sciences Po Paris. Et puis avec nous depuis la France, depuis Paris, c'est Virginie Martin qui est avec nous, qui est elle aussi politologue, professeure chercheuse à la Kedge Business School et puis spécialiste de la vie politique française. Bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'être avec nous dans Le Monde ou Rien. Virginie Martin, commençons avec vous depuis la France pour qu'on comprenne bien depuis la Belgique à quel point la situation politique française elle est inédite aujourd'hui. Elle est inédite et surtout en demandant la confiance à l'Assemblée nationale, François Bayrou vraiment précipite la France dans la crise et dans l'instabilité politique que déjà Emmanuel Macron avait décidé en 2020. Ça a été très compliqué derrière pour la France de retrouver un peu de stabilité politique. On en avait retrouvé une certaine via François Bayrou pendant 9 petits mois et là ça recommence. Et donc ce problème d'instabilité politique, évidemment c'est une crise politique majeure, mais ça commence aussi à être une crise économique majeure. Et là ce n'est plus du tout, enfin vous voyez, au moment où on dit on a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de budget, on joue finalement avec la stabilité politique. Et ça, c'est très ennuyeux. Quand il n'y a plus de stabilité politique, les investisseurs hésitent, les chefs d'entreprise ralentissent et finalement, il y a de l'attentisme économique. Et donc, cette crise politique, finalement, un peu provoquée par Bayrou hier, n'est pas de très bon augure, je trouve, parce qu'il ajoute de la crise à la crise. C'est vrai que Nicolas Beygard, on parlait presque d'une chronique d'un suicide annoncé de la part de François Bayrou. On parlera de ce qui va se passer, des potentiels successeurs aussi, mais aujourd'hui la pression elle est réellement sur qui ? Sur Emmanuel Macron ?
Mais sur les deux, puisque on pose toujours la question du responsable. Moi, je me rappelle, j'étais assis ici il y a 1 an, on parlait effectivement de la dissolution. Certains voyaient un coup de génie de la part de Macron. Il y avait cette idée du président schumpeterien, donc celui qui détruit, la destruction créatrice. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, c'est qu'il a choisi effectivement la disruption comme mode de gouvernement, avec d'abord une attaque frontale, il s'est attaqué au parti, au grand parti, donc le centre-gauche, le centre-droit, donc il a réussi à faire le vide. En fait, il a créé un vortex aujourd'hui. Et c'est un vortex qui aspire Premier ministre après Premier ministre, on le voit, donc il y a une sorte d'usure aussi. Mais ce qui, je pense, est plus inquiétant, c'est qu'on peut toujours survivre à une crise gouvernementale. Alors ça, je pense qu'on le sait très bien en Belgique. Mais la France, aujourd'hui, elle est dans une situation d'épuisement démocratique. Et avec effectivement l'idée d'une dissolution. Alors il y a d'autres sondages effectivement qui pointent une majorité de Français. Justement parce que vous avez réagi, moi le sondage que j'ai cité c'était avant justement le fait que Bayrou soit éjecté. Ce matin les chiffres ont changé et donc les majorité de Français sont pour une dissolution. 61% qui sont pour la dissolution. Ce qui indique aussi une sorte de défiance, voire de dégagisme. C'est pas forcément, il n'y a pas un plébiscite derrière, il n'y a pas un plébiscite d'ailleurs pour aucun des 3 blocs qui aujourd'hui structure cette vie politique française, mais il y a une profonde fatigue démocratique et ça, je pense qu'effectivement le principal coupable, si on doit en désigner un, c'est Emmanuel Macron. Oui, on va en parler évidemment aussi en deuxième partie de débat. Virginie Martin, vous êtes avec nous depuis la France. Si on entre dans le concret parmi les scénarios que j'ai proposés, le plus réaliste reste la nomination donc d'un nouveau Premier ministre. Avant de parler des noms, quel serait selon vous le profil type de ce Premier ministre? Un rassembleur, un technicien? Comment vous l'imaginez, vous, Virginie Martin? Oui, absolument. Il faut impérativement un rassembleur, puisque de toute façon, dans ces 3 blocs, il n'y a pas de véritable majorité. Donc, de toute façon, il faut forcément négocier, concilier. Et là-dessus, il n'y a pas le choix. Peut-être que les gens et certains observateurs un peu trop lointains de la vie politique française ont pensé que Bayrou, parce qu'il est central, parce qu'il est centriste, avait cette posture de négociateur. La conciliation. Au contraire, c'est quelqu'un d'assez actif, qui peut être très dur, voire dans l'agressivité, et ce n'était pas l'homme de la conciliation, c'est l'homme du centre, ou l'homme central, comme il se plaît à le dire, mais ce n'est pas l'homme de la conciliation. Donc ça, effectivement, ce casting était très compliqué. Mais rappelez-vous comment aussi François Bayrou a été nommé, il s'est quasiment autonomé à Matignon, ne l'oublions pas, c'était pas un vœu absolu d'Emmanuel Macron que de nommer François Bayrou, homme qui est peu conciliant et peu facile. Donc là, il va véritablement falloir, alors est-ce qu'on ne va pas vers la solution Attal finalement, et vous disiez en Belgique, vous connaissez bien, c'est cette ambiance un petit peu, de nommer un négociateur, quelqu'un qui est capable de prendre le recul nécessaire, de calmer le jeu des partis, parce que là aussi, les partis, et notamment les partis radicaux et extrêmes, ont beau jeu aujourd'hui de dire, de rajouter finalement du feu au feu, en définitive, puisque certains vont jusqu'à demander la démission d'Emmanuel Macron, LFI, les autres veulent absolument une dissolution RN parce que ça les arrange, et parce qu'ils savent qu'ils vont certainement sortir assez conforté. Donc voilà, chacun finalement a un scénario qui l'arrange au regard de ses propres intérêts. Donc là, ça devient quand même désespérant pour la France parce que ce cirque médiatico-politique devient un cirque sans spectateurs. Et là, effectivement, il y a une grande usure, une grande fatigue en cette rentrée déjà compliquée pour la France et pour les gens et pour les Françaises et les Français. Et comme je le disais tout à l'heure, on rajoute véritablement du poids au poids en précipitant ce gouvernement dans l'abysse. Et ça n'arrange absolument aucune des affaires, à part celle de Bayrou, qui maintenant n'a plus la responsabilité de faire un budget et qui dit « débrouillez-vous sans moi ». Oui, il y a une date qui est importante aussi, celle du 15 octobre, pour tenter de boucler ce budget. Et puis si vous voulez, en France, on a plein de noms pour le facilitateur. Ça peut être un formateur, un informateur. Herman Van Rompuy. Oui, Herman Van Rompuy, comme le dit Nicolas Beillard. Nicolas, en quelques mots, simplement, la question à 1 million d'euros. Quel est le profil qui est le favori? On parle de Sébastien Lecornu, on parle aussi d'autres personnalités. Il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron s'imagine toujours grand stratège, encore aujourd'hui. Et je pense que tous les scénarios ont été envisagés. Généralement, la solution est... pas forcément optimale, mais en tout cas, l'idée de Lecornu, je pense, est une solution qui aujourd'hui... C'est crédible, semble. Elle est crédible, d'autant plus que il faut se rappeler que Lecornu a été l'artisan du grand débat au moment de la crise des Gilets jaunes. Et là, demain, on s'apprête effectivement à un nouveau grand blocage du pays, avec peut-être pas, je dirais,
paraît le même type de mouvement social. Mais on a quelqu'un, en tout cas, qui est en quelque sorte un gestionnaire de crise. Il l'a démontré en 2019. Maintenant, évidemment, on est dans une autre configuration. Et le problème avec le Cornu, c'est effectivement la continuité sans le changement, bien entendu. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella. Hein. Et il a dit si c'est quelqu'un qui poursuit cette politique depuis 8 ans, ça sert à rien. C'est ce qu'il a dit, hein. Mais en fait, l'avantage, c'est peut-être qu'il est capable d'un dialogue avec la gauche. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'ouvrir cette majorité, ce bloc central aussi, à davantage d'élus du Parti socialiste. On sait aussi qu'un Raphaël Glucksmann a déjà dit très clairement qu'il ne voulait pas, en tout cas, d'alliance avec les mélenchonistes, avec LFI. Donc voilà, mais on est là vraiment dans des calculs d'apothicaire. On est dans la petite cuisine politique. Et je pense encore une fois que tout ça augmente, on le dit, en final, ça met davantage de poids et donc ça aggrave cette fatigue démocratique. Ouais, Nico, on va parler dans quelques instants de blocage pour la journée de demain, mais il y a déjà un sérieux blocage dans la vie politique française aujourd'hui. Oui, parce que Virginie Martin en parle aujourd'hui d'une possible deuxième dissolution, voire même si c'est très peu probable, d'une démission du président de la République, avec une 5e République qui ne semble pas fonctionner, avec, on le disait, ces 3 blocs et des extrêmes aussi puissants. On parle aujourd'hui chez vous d'une crise de régime, d'une crise institutionnelle. Est-ce qu'on peut parler d'une potentielle fin de la 5e République ? Je ne suis pas sûre, parce que pour aller où ceux qui avaient les idées d'une 6e République, beaucoup plus démocratique, plus horizontale, on voit aujourd'hui à LFI, c'est eux qui portaient cette idée, on voit au contraire la verticalité du mouvement LFI extrêmement, tous rangés derrière un chef qui est Mélenchon. Donc finalement, il y a une petite musique dissonante entre leur volonté de 6e République plus ouverte et plus démocratique et la réalité de leur mouvement. Ça, c'est compliqué. Donc une 6e République peut-être, mais pourquoi faire ? C'est bien la question et c'est bien le problème. La 5e République, moi, ne me semble pas morte. Elle peut résister à beaucoup de choses. Mais faut-il aussi que les responsables politiques et Emmanuel Macron, évidemment, en premier poste, ne s'en amusent pas jusqu'à plus soif. Parce qu'à force de tordre, effectivement, un régime qui tient pourtant très bien, évidemment qu'on l'épuise. Alors peut-être qu'on l'épuise pas pour aller directement vers une 6e, et qui en serait l'instigateur, celui qui en réfléchirait les aspects, les contours. C'est très compliqué. Quand on passe de la 4e à la 5e en France, il y a des gens qui pensent la 5e et qui sont déjà dans cet après et qui la pensent très bien. Donc cette 5e, elle peut résister. Elle résiste d'ailleurs d'une certaine manière. Mais Emmanuel Macron n'a de cesse effectivement d'avoir siphonné la gauche, siphonné la droite. Donc aujourd'hui, les partis de gouvernement sont exsangues, sont très faibles. On voit aujourd'hui, le PS n'a pas eu d'autre choix finalement que de s'allier avec LFI et d'ailleurs réciproquement. LR ne veut pas s'allier avec le RN, mais en même temps, ont-ils vraiment le choix ? Ils sont évidemment très petits et très faibles dans l'hémicycle, mais aussi en termes de militants. Enfin, nos partis politiques ont vraiment été très affaiblis par ces 8 ans de gouvernement Macron, qui a finalement fait le vide autour du grand centre et a vraiment vidé de leur énergie les partis politiques principaux qui étaient constitutifs de cette 5e République. Et ça, c'est important. Mais si le PS, maintenant, visiblement, fait la scission avec LFI et qu'LR reprend un petit peu du poil de la bête, peut-être que ça peut marcher. Mais en même temps, évidemment, vous avez un RN qui est extrêmement fort en France et LFI qui grimpe. Effectivement, une 5e République de plus en plus tordue aujourd'hui par le président Emmanuel Macron. On va poursuivre cette discussion autour de la situation politique française dans quelques instants et aborder aussi ce grand blocage prévu demain. Oui, ce sera d'ici une poignée de secondes. Restez bien avec nous dans le Monde Rien sur LN24. Merci de nous suivre sur LN24. Vous êtes toujours dans votre émission Le Monde ou Rien, la seule émission qui vous propose de l'info tous les soirs de la semaine. Nico, on parlait de la chute du gouvernement Bayrou. On va sûrement en reparler, mais un mot quand même sur ce qui va se passer demain. Oui, sur ces manifestations prévues dans toute la France et qui inquiètent les autorités françaises. Le mouvement du 10 septembre a pris une ampleur inédite ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. On revient rapidement sur ce mouvement avec Marie-Jean Yes. Difficile de savoir exactement à quoi s'attendre demain. Ça fait des mois que les internautes partagent sur les réseaux sociaux une date, le 10 septembre, et un slogan « Bloquons tout ». Alors le principe du mouvement est simple, arrêter de travailler, de consommer, faire la grève et bloquer les routes. Cet appel, il a d'abord été lancé sur les réseaux sociaux par un mouvement souverainiste proche de l'extrême droite, avant d'être repris par l'extrême gauche et par les syndicats.
Aujourd'hui, le mouvement n'a plus vraiment de couleur politique, pas de leader identifié. Et c'est ce qui fait qu'il est très dur de savoir quelle sera exactement l'ampleur de la mobilisation demain. En tout cas, les autorités françaises ont déjà prévu le déploiement de 80 000 policiers et gendarmes dans toute la France. Virginie Martin, effectivement, quand on pense à ce qui va se passer demain, on pense aussi aux Gilets jaunes. Que pouvez-vous nous dire sur cette action au niveau de son ampleur, au niveau du profil aussi? Est-ce qu'elle est plus politique que ne l'étaient les Gilets jaunes à l'époque? En tout cas, elle a un peu muté, comme ça vient un petit peu d'être dit. Là, on sait que les dernières études nous montrent véritablement que 70% des gens qui veulent tout bloquer demain sont plutôt apparentés et ont plutôt voté LFI et Mélenchon. Donc le profil est quand même assez stable et de manière assez importante puisqu'on est à 70%, comme je viens de le dire. C'est vrai qu'au début, il y avait quelque chose plutôt du côté de la droite radicale et de l'extrême droite. Il a même été dit que des puissances étrangères étaient finalement responsable de ce blocage à venir. Donc ça, c'est aussi intéressant. Il y avait au tout début quelque chose de gilet jaune parce que ça partait aussi des toutes petites villes en France, ici et là, vous voyez. Puis après, ça a muté et c'est devenu plus politique, plus LFisé, plus extrême-gauchisé, pour le dire comme cela. Donc c'est intéressant de voir ça, mais je ne sais pas encore comment tout ça finalement a fini par s'agréger, vous voyez. Est-ce que les premiers qui étaient stimulés via les réseaux sociaux vont être encore au rendez-vous demain, sachant que ça s'est maintenant véritablement politisé via une gauche radicale qui n'est pas, que la France ne porte pas vraiment, enfin, la France rejette quand même cette extrême gauche à plus de 70-80%, vous voyez. Donc c'est quand même important, je ne sais pas. Donc du coup, est-ce que les grandes villes vont s'y mettre? Est-ce que les premiers stimulés et motivés vont être encore là demain? Ou au contraire, ça sera finalement véritablement quelque chose qui enjambe les syndicats CGT et autres, mais qui est finalement du côté de la gauche radicale classique. Merci beaucoup Virginie Martin, on va vous libérer. Je pense que vous avez un autre plateau sur lequel vous devez justement aller rester avec nous parce que nous sommes toujours avec Nicolas Baillard. Nicolas, vous parliez tout à l'heure de dégagisme, parliez de défiance. Est-ce que ce qu'on va voir demain, c'est aussi d'une certaine manière une sorte de conséquence de ce que vous expliquiez en tout début de séquence? Oui, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, la sociologie des Gilets jaunes était évolutive. Il y avait donc d'abord les premiers mouvements autour des ronds-points. Donc c'était aussi un mouvement qui était de nature périphérique, comme on dit en France, donc plutôt des petites villes. Et avec ce rejet d'une nouvelle taxe en fait, qui à l'époque était une taxe écologique. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus diffus, beaucoup plus fragmenté. Il y a eu un mouvement notamment qui a été porté par un écrivain, Alexandre Jardin, le mouvement des gueux, qui a en quelque sorte servi aussi d'accroche pour une partie du mouvement. Mais comme souvent, et comme ça a été le cas aussi d'une certaine façon avec les Gilets jaunes, il y a une volonté de récupérer ce mouvement politiquement. Ça a été d'ailleurs la volonté à l'époque des Gilets jaunes de finalement toutes les formations politiques qui ont voulu capitaliser sur cette gronde. Voilà. Et or ici, c'est comme ça vient d'être dit, plutôt les Insoumis et donc Jean-Luc Mélenchon qui a été se servir en quelque sorte, qui a été récupérer cela. Donc, par définition, je pense que le mouvement pourrait perdre un petit peu en ampleur de par cette récupération évidente. Mais le dégagisme, il est là. J'allais dire, parce qu'elle s'adresse à qui cette manifestation? Même si elle est politisée, c'est pour Emmanuel Macron, c'est pour lui dire justement de démissionner. En fait, on est dans une spirale contestataire et très clairement aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est Macron dehors. Donc ça a été déjà le cas au moment des Gilets jaunes, mais ici finalement, les mobilisations annoncées, elles révèlent aussi une France qui est encore une fois en asphyxie démocratique. Donc la rue devient le seul moyen d'expression politique légitime et les blocages sont encore une fois la traduction de cette colère sociale et pointe du doigt effectivement une forme de non-écoute présidentielle du côté d'Emmanuel Macron, avec cette idée que effectivement on veut être représenté autrement, avec une volonté peut-être de retourner aux urnes pour certains, mais ici il y a l'idée de blocage. C'est pas seulement le blocage du pays, c'est le sentiment que le pays est bloqué par son élite politique. Et donc je pense qu'il y a vraiment en quelque sorte une absence totale aujourd'hui de dialogue entre la rue, entre la société civile et le gouvernement et les partis politiques. Nicolas Beguer, pour terminer, quand on voit l'hostilité énorme aujourd'hui en France, quand on voit cette crise politique inédite, on en a beaucoup parlé, est-ce que selon vous, Emmanuel Macron doit en venir à démissionner ?
Je pense que lui ne voudra pas, en tout cas, démissionner. Il y a une idée qui... Enfin, on ne sait pas. Si maintenant ça se passe mal, imaginons que les prochains jours, le pays est bloqué avec peut-être des violences, comme on l'a peut-être connu lors de d'autres manifestations, y compris sportives, avec un gouvernement qui est effectivement en affaires courantes et avec cette idée qu'on est dans une impasse démocratique, peut-être sera-t-il poussé vers la sortie, mais il résiste jusqu'à présent. On parlait déjà de ça au moment des Gilets jaunes, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui résiste et qui a réussi en tout cas à faire le gros dos, en quelque sorte, à cette colère, à cette convergence des colères. Donc, je ne pense pas en tout cas que ce soit son premier réflexe. Oui, en tout cas, il l'a exclu catégoriquement. Merci beaucoup Nicolas Beillard. On restera évidemment très attentif sur l'N24 à ce qui va se passer, notamment cette possible, on ne sait pas, démission d'Emmanuel Macron, mais surtout ce nom d'un Premier ministre qui devrait arriver avant la fin de semaine. Nico, on va poursuivre le monde rien, nous quand même. Plutôt nomination que démission, effectivement, avec d'abord dans les images qui ont marqué cette flottille pour Gaza qui aurait été frappée par un drone au large de Tunis. Il y a aussi la lettre supposément écrite par Donald Trump à Jeffrey Epstein, rendue publique. Et puis direction Hyundai aux États-Unis, frappé par un raid anti-immigration historique. Tout ça, c'est dans l'arrêt sur image et c'est signé Alexandre Gérard. Image impressionnante pour commencer cet arrêt sur image. La flottille vers Gaza visée par une attaque aérienne. Sur ces vidéos, un objet lumineux semble frapper le bateau depuis le ciel. Un drone, selon les personnes sur le navire, il a incendié plusieurs gilets de sauvetage à bord. Plusieurs militants se trouvaient dans le bateau touché, dont la Suédoise Greta Thunberg. Aucun blessé n'est à déplorer. The bomb exploded and there was a big flame, there was a fire on board immediately. We picked up the fire extinguishers, we were able to fight the fire successfully and everybody was safe, fortunately. This was a shameful attack and we will not be deterred. Du côté des autorités tunisiennes, on dément, assurant qu'aucun engin n'a été détecté. La flottille dénonce des actes d'agression pour les militants, c'est sûr. On veut faire dérailler leur mission. Il n'y a heureusement pas de blessés, toutes les personnes peuvent être évacuées, mais c'est une tentative d'intimidation pour dire ne partez pas, ne prenez pas la mer. Et la meilleure réponse à donner, c'est que nous allons partir mercredi à bord de dizaines de bateaux pour briser le blocus humanitaire et apporter un soutien au peuple palestinien et enfin faire en sorte que le massacre cesse à Gaza. La flottille doit reprendre la mer demain. Objectif, Gaza pour ouvrir un corridor humanitaire et apporter davantage d'aide dans l'enclave. Et puis on enchaîne avec une lettre. Cette lettre, elle est publiée par les démocrates au Congrès. Elle contient un dessin, celui d'une femme nue. Problème, elle serait supposément écrite par Donald Trump à Jeffrey Epstein et représente un échange imaginaire entre les deux hommes. Nous avons certaines choses en commun. Les énigmes ne vieillissent jamais, tu as remarqué ? Un ami, c'est quelque chose de merveilleux. Joyeux anniversaire et que chaque jour soit un nouveau merveilleux secret. Cette lettre, elle aurait été écrite en 2003. Le Wall Street Journal avait révélé son existence en juillet dernier. Le président américain avait menacé le journal de l'attaquer en diffamation. Il réclame aussi 20 milliards de dollars d'indemnité à son patron Rupert Murdoch. Après la diffusion de la prétendue lettre par les démocrates, la Maison-Blanche a réagi. Elle dénonce des fake news. Comme je l'ai toujours dit, il est très clair que le président Trump n'a pas dessiné cette image et qu'il ne l'a pas signée. L'équipe juridique du président Trump continuera à mener une action en justice avec détermination. Il s'agit d'une fausse information visant à perpétuer le canular démocrate Epstein. Cette diffusion pourrait relancer la polémique sur les liens entre le président et le délinquant sexuel, une affaire qui fracture même le parti de Donald Trump. Et puis pour ce dernier arrêt, on va rester aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, dans l'usine Hyundai LG. 475 travailleurs, principalement des Sud-Coréens, arrêtés pendant leur travail. C'est la plus grande opération menée par l'ICE, la police de l'immigration. Les images sont impressionnantes. Certains essayent de se cacher dans l'usine. Le raid mené jeudi dernier a aujourd'hui des répercussions diplomatiques, car ces vidéos, elles ont choqué en Corée du Sud. 한국의 대규모 투자 요청이 있었고 또 우리도 화답을 했고 그래서 그것을 실현하기 위해서는 이 비자 문제가 선결 과제이다 하는 것을 미측에 강조하고 구체적인 협의
방안을 협의해 나가겠습니다. Et s'il a d'abord félicité cette descente de la police de l'immigration, Donald Trump semble aujourd'hui vouloir calmer le jeu. Ces opérations pourraient avoir des impacts pour l'économie américaine en démotivant les travailleurs qualifiés à venir aux États-Unis. At the same time, ICE was doing right because they were here illegally. But we do have to work something out where we bring in experts so that our people can be trained so that they can do it themselves. Donald Trump avait promis le plus important programme d'expulsion d'immigrés de l'histoire. Plus d'1 million de sans-papiers ont déjà été renvoyés. Voilà, c'était notre dernier arrêt pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec 3 images qui auront fait l'actualité. L'arrêt sur image d'Alexandre Gérard, c'est tous les soirs dans Le Monde Orient et puis quand vous le souhaitez sur ln24.be. Nico, dans quelques instants, on va mettre légèrement l'actualité derrière nous puisqu'on va se préparer. C'est Catherine Lara qui va venir s'installer. On ne va pas parler politique avec elle, la célèbre chanteuse et violoniste aux cheveux blancs et aux lunettes teintées, de retour en Belgique pour un spectacle mêlant violon et danse. L'occasion de revenir aussi sur une carrière hors norme. Catherine Lara dans Le Monde Orient. C'est d'ici quelques instants. Restez bien avec nous sur ln24. À tout de suite. Merci de nous suivre sur LN24. Vous êtes toujours dans votre émission Le Monde Orient, toujours avec Nicolas Pipin. D'ailleurs, Nico, notre invité est bien installé. C'est le moment de la règle de 3 de Catherine Lara. Nico, comme chaque soir, vous avez sélectionné 3 mots pour présenter la personnalité qui est face à nous. Oui, et le premier mot que j'ai choisi ce soir pour notre invité, c'est sans surprise violon. Votre violon, le baryton, avec un son d'une chaleur, d'une rondeur, un violon qui est bien plus qu'un instrument de musique pour vous. Ce violon, c'est votre compagnon de vie, la mélodie de votre vie, le prolongement de votre bras. Et même si vous êtes à l'origine de chansons iconiques, c'est quand vous jouez que vous avez l'impression de véritablement parler aux gens. Et j'ai choisi un extrait de vous au violon et de l'une des voix qui vous a le plus touché dans votre vie, et elle est belge. Au bazar de prix du pétrole, pour des cols blancs et des corbacs. Et Nico, deuxième mot, c'est le mot case. Oui, parce qu'en jetant un œil sur votre carrière, une chose est sûre, Catherine Lara, vous n'entrez dans aucune case. Vous n'êtes que rarement là où on vous attend. Vous êtes une touche à tout. On vous décrit d'ailleurs comme singulière, pas comme les autres. Rockmantique, entre rock et violon. Jamais caché derrière une case, mais désormais toujours caché derrière vos lunettes teintées. Votre petit rideau, comme vous les appelez. Lunettes teintées pour peut-être aussi rester éternellement dans une nuit magique. Le rire au fond des yeux, nuit magique, une histoire dure qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard, l'histoire d'un soir. Je disais que j'adorais la coiffure en plus. Ouais, totalement validé. Dernier mot, Nico, c'est identité. Identité avec un S, titre du spectacle que vous venez nous présenter ce soir, où vous vous retrouvez sur scène avec votre violon aux côtés de jeunes artistes. Un univers unique où la virtuosité du violon rencontre l'énergie créative de la danse, une rencontre à la fois intime et touchante, un spectacle profondément pacifique où l'on dénonce le racisme, l'homophobie, les femmes battues notamment, non pas politiquement mais poétiquement. On regarde les images. Bonsoir Catherine Lara. Bonsoir les amis. On est très heureux de vous recevoir. On avait eu la chance de vous recevoir l'année dernière. C'était déjà un plaisir. C'est encore gentil, plus un plaisir. Chaque année vous me recevez. Moi, vous le savez, vous avez votre place ici, votre chaise. On vous reçoit déjà adorable, pour un vraiment. immense succès. Identité avec S. Nicolas rappelé, voyage musical de Catherine Lara et de la compagnie Kumo. Avant de parler de ce spectacle, parlons un petit peu du pays dans lequel vous vous trouvez, si vous le voulez bien, Catherine Lara. Simplement, la Belgique, c'est un pays que vous connaissez bien, un pays qui vous parle, c'est ça ?
depuis 50 ans. Quand j'ai commencé ma carrière, je l'ai vraiment commencé en parallèle avec un pays qui vous ressemble un peu, qui est le Québec, et la Belgique et la France. Vraiment, mais j'ai passé des heures au l'Auditorium 44, j'ai déjà fait le Cirque Royal, je suis venu en Belgique de nombreuses fois. C'est un public que j'aime beaucoup, c'est un public qui aime la musique, qui aime la poésie, qui est un public difficile. Exigeant. Difficile au beau sens du terme, qui a une exigence, et j'aime ça. C'est le challenge. C'est pour ça que je suis très très ému de venir chanter le 17, parce que je sais à quel point j'ai envie de les aimer, de les séduire, qu'ils ne soient pas déçus de notre spectacle. Donc je vais avoir le trouillomètre à 0 et j'ai hâte d'y être. C'est vrai que c'est étonnant d'entendre que vous avez encore le trac aussi, Ah Catherine oui, Lara. je suis morte de peur. Mais la Belgique, en tout cas, vous aime beaucoup, beaucoup, et on sent que vous êtes à votre place, en tout cas, quand vous venez chez c'est nous gentil, aussi je me sens, en interview. Je me sens bien ici. On rappelle cette date, forcément aussi, le 17 octobre 2025 au Cirque Royal de Bruxelles, là où se passera effectivement ce spectacle. Comment, expliquez-nous, en gros, on a vu les images, mais expliquez-nous à quoi ça va ressembler. C'est quoi ce voyage musical? Parce qu'on l'appelle comme ça, ce voyage musical avec vous, Catherine Lara, et la compagnie Kumo. C'est un voyage parce que déjà, je pense que musicalement, mon univers est très world music, avec comment on appelle ça, des tumbas, avec des rythmes africains, avec du doudou, une espèce de flûte extraordinaire qui ressemble beaucoup au son du violon, d'inspiration comme ça du monde. La musique du monde m'inspire, et je crois que le fait que nos identités aussi soient si différentes, ce sont nos différences qui nous ont rapprochés. Oui, c'est ça, des différences qui s'unissent finalement, parce que c'est vrai que honnêtement, quand on pense violon, quand on pense peut-être breakdance, quand on pense danse urbaine, au début, c'est vrai que ça saute pas tellement aux yeux directement, et au final, ça donne quelque chose de magnifique. Mais ce qui est magnifique, c'est justement les chorégraphies qui sont faites avec d'ailleurs beaucoup de travail, beaucoup de finesse, beaucoup de précision. Elles sont faites sur mes musiques. C'est ça qui est complètement incroyable. Ce n'est pas de la musique de breakdance. On n'est pas du tout dans une musique un peu linéaire. C'est vraiment très, je dirais, très musical, très musique de film. Oui, d'ailleurs, faire donc du les gens s'en vont dans le voyage. Et puis c'est un voyage parce que le metteur en scène est tunisien, parce que on a un danseur polonais, une danseuse qui vient de l'île de la Réunion, un autre qui est français, Vincent, et puis moi qui est 65% de sang espagnol. Donc tout ça, on a le sang chaud. C'est un panza d'ailleurs, en l'occurrence. On a le sang chaud tous. Donc ça bouillonne, et au fond, c'est pour ça que je dis, on a tous un cœur d'enfant, et on a que j'ai 80 et qu'ils aient 25, on s'en fout. Ça mais justement, par rapport à ça, moi, ce que je trouve magnifique, à la fois, tu l'as dit, Nico, le mélange un petit peu des styles, mais il y a aussi un mélange générationnel, avec des danseurs, vous l'avez dit, qui ont 20, 25 ans. Comment ça se passe, et comment ça s'est passé quand vous leur avez proposé le projet? Ils ont dit oui directement? Ils ont dit oui tout de suite. Après, on a eu un temps il a fallu s'apprivoiser un peu, parce qu'il y avait c'était tellement dingue qu'ils ont dit oui, parce qu'ils sont dingues aussi. Ils se sont dit, mais elle est allumée celle-là. La première rencontre, la toute première rencontre, ça s'est passé comment? La toute première rencontre, mon ami, mon producteur, un de mes producteurs m'a dit, viens, je vais te montrer une équipe de danse, une troupe de danse, tu devrais craquer sur eux, tu vas les adorer. Il les a fait venir dans le théâtre qu'il dirige. Ils ont fait un spectacle de 20 minutes pour moi, et là je suis resté collé, j'avais les larmes aux yeux, ils m'ont touché, ils m'ont transpercé le cœur par quelque chose d'inouï, parce que ça s'explique pas. L'émotion, c'est l'émotion. J'avais les poils comme ça, j'étais totalement ému. J'ai dit, mais je veux faire quelque chose avec eux. Donc je suis allé les voir, je leur ai dit, je vous aime, je vous adore, vous êtes trop bons, vous êtes trop beaux, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Ils sont restés un peu comme ça, un peu sidérés, et il m'a dit,
Ah mais oui, mais pourquoi pas? Alors on s'est rencontrés, on a parlé ensemble, on s'est apprivoisés, quoi. C'était mes petits princes. Et aujourd'hui, vous étiez leur reine, et aujourd'hui c'est une vraie famille, ce spectacle. Et vraiment, notre point commun, c'est d'adorer notre métier. On aime tellement ce que nous faisons ensemble que ça se voit. On est sur scène, on se regarde, on se toise. On est ensemble, on est vraiment comme une équipe de chats qui se baladerait sur la scène ou dans une forêt. Entre nous, il y a osmose totale, c'est alchimique. Et c'est vrai que vous êtes rassemblés aussi, on va en parler dans votre œil, Jim, rassemblés autour de plusieurs sujets aussi qui vous rassemblent, de sujets importants aussi. Les sujets de société. Justement, Catherine Lara, ce spectacle, c'est un spectacle qui, je cite, donne corps à ces quêtes constantes qui nous taraudent toutes et tous. Oui. Notre relation aux réseaux sociaux, par exemple, notre place aussi dans la société, notre rapport à l'autre, ou encore à la tolérance, le racisme, l'homophobie, la violence. Comment parler de ces sujets avec un violon et une troupe de danse? Comment est-ce qu'on fait ressentir aussi ces émotions-là? Les chorégraphies le montrent, d'une part. Ma musique, je chante avec les cordes de mon violon, je le chante. Et il y a aussi des textes magnifiques de Jean-Jacques Thibault qui sont des petites clés qui expliquent ce qui se passe avec ma voix off, mais qui vient se poser pour donner quand même quelques indications à ceux qui nous écoutent, mais je crois que c'est assez explicite. La danse est un langage, le langage du corps est un langage bien plus explicite, souvent, que le langage parlé. Comme l'est d'ailleurs aussi le violon, qui est peut-être aussi l'instrument le plus mélodique. Oui, là c'est le langage du cœur, c'est pareil, ça se comprend. Et puis chacun fait son voyage. Il y en a qui vont penser à l'Italie, d'autres vont penser à l'Afrique, d'autres à l'Asie, je ne sais pas. Chacun a envie de faire son propre voyage. L'essentiel étant que même si on aborde des sujets graves, on le fait avec beaucoup de poésie. Donc, et on n'a pas de leçon à donner, surtout à quiconque. Langage de cœur avec votre violon, langage de corps avec ces danseurs. C'est à retrouver, on le rappelle, le 17 octobre au Cirque Royal de Bruxelles. On voulait aussi revenir à Catherine Lara sur votre carrière hors norme. Et quand on parle de vous, une chanson vient directement en tête. Alors on a déjà écouté un extrait, mais j'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui. C'est Nuit Magique. Oublie aussitôt, ok, quand c'est tourné de dos. Catherine Lara, j'ai beaucoup de questions moi autour de cette chanson que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que toutes les grandes chansons, elles cachent une histoire. D'abord, c'est quoi l'histoire derrière cette chanson? Vous me disiez à l'instant d'ailleurs que le clip avait été tourné en Belgique. Je ne le savais pas du tout. Oui, le clip a été tourné en Belgique. Et ma deuxième question aussi, c'est que cette chanson, moi honnêtement, je continue à l'écouter tous les ans. Elle marque des générations. Comment vous expliquez aussi qu'une telle chanson peut traverser autant les époques? Si on pouvait expliquer pourquoi le message est passé à ce point. Je sais pas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette chanson a été écrite avec beaucoup de sincérité. On était à Lausanne, en Suisse, et on a écrit cette chanson avec Luc Plamondon et Sébastien Santamaria. Et cette chanson, en plus, on voulait pas la mettre. Je dis, un tube, genre de tube comme ça. Et je l'appelais le tube. Le tube, genre slow, là, on va pas mettre ça dans le disque. C'est pas moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon univers. Et Gérard Mellet, qui était à l'époque mon directeur artistique, il a dit, mais si, c'est une super mélodie, il faut que tu mettes cette chanson dans le disque. Mais on a bien fait parce que c'est... Ça aurait été dommage. C'est la chanson qui a porté. Et tourné en Belgique, du coup, ce clip. Ah bah oui, Donc vous avez beaucoup de liens avec notre pays, ça c'est clair. Oui, c'était où en Belgique, ce clip? Vous vous rappelez où c'était tourné? Je pose une colle là. Je sais que c'était une rue où il y a des péripatéticiennes un peu avec des vitrines. Ah oui, parce que c'était ça le trip. Moi, j'allais me prendre le type qui était dans... Il y avait un très beau garçon, qui était un acteur connu, j'ai oublié un peu son nom, qui était dans une vitrine.
Ah, mais oui, c'est ça. Bah, ceux qui connaîtront je tapais, cet endroit. j'avais une ambition. Bon, Nico s'est fait plaisir avec une chanson. Je veux aussi me faire plaisir aussi. On va un tout petit peu remonter le temps aussi et revenir en 1983 avec un autre de vos morceaux cultes. Un morceau que vous n'aimez pas trop écouter. On y reviendra. Ce morceau, c'est Roqueuse de diamant. Je suis la roqueuse de diamant, au fond du cuir noir de mon gant. Je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant. Je suis la roqueuse de diamant, au fond du cuir noir de mon gant. Je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant. La Roqueuse de diamant, titre culte de Catherine Lara. Oui. Mais pourquoi vous voulez plus l'écouter, cette Parce chanson que absolument voilà, incroyable? là, c'est sympa quand on a 25 ans, 30 ans et qu'on saute pour la chanter. Alors là, maintenant, j'ai l'air d'un moulin à vent. C'est pas possible, quoi. Donc là, vous la chantez plus à vos concerts? Non, je la chante plus. C'est dommage, ça, quand même. Une Je sais reprise, pas, peut-être dans 10 ans. Je sauterai sur mon déambulateur, ce sera sympa. La Roqueuse de diamant, ouais, c'est pas mal. On a quand même plus écouté Nuit magique qui pour moi reste ma préférée. Catherine Lara, vous avez chanté avec les plus grands artistes. On parlait de cet artiste belge qui est peut-être la voix qui vous a le plus touché dans votre vie, Morane. Il y a un artiste belge aussi que vous aimez beaucoup, je l'ai lu, c'est lui. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Ah oui, je l'adore, mais je l'adore. J'ai une passion pour ce type. Stromae. Pourquoi il vous touche autant? Pardon? Pourquoi il vous touche autant, cet artiste, Stromae? Voilà, c'est un homme d'émotion. Tout ce qu'il fait, il le fait avec intensité. Il est intense, mais profondément intense. Et je suis très touchée par la véracité de ses propos, le texte, comme il articule. Il a presque une façon désuète d'articuler. À la Brel, un peu. À la Brel, c'est presque brélien, c'est vrai. Et j'aime sa grandeur d'âme. Il a une grandeur d'âme magnifique. Moi, je l'adore, j'ai une passion pour lui. Et là, il est revenu avec un titre d'ailleurs. Oui, effectivement, mais on en est très fiers effectivement de oui, Stromae. Catherine Lara, on est évidemment revenu sur votre carrière immense, une des plus grandes voix de la chanson française, mais vous êtes aussi une artiste engagée. Regardez avec nous justement cette séquence d'Alexandre Gérard et on en parle juste après. Oui, Jim, Catherine Lara, elle s'est investie dans de nombreuses causes. En 2021, elle interprète Nuit magique pour le SIDAction. Et puis, elle s'est aussi investie dans le collectif Solancy, une association qui aide et accompagne les enfants et leurs parents qui sont touchés par le VIH ou les hépatites. Et puis Catherine Lara, c'est aussi 12 participations aux Enfoirés. Dès 1994, elle accompagne d'autres artistes pour cette cause, pour les Restos du Cœur. On se souvient notamment d'un trio en 2002 avec Jean-Jacques Goldman et Patrick Bruel. Elle me conduira dans sa maison où nous ferons le premier pas d'amour dans son lit jour après jour. Il me dévoilera son corps, me donnera tous les mots. Catherine Lara est aussi l'une des premières femmes françaises à avoir fait son coming out en public. C'était sur un plateau télé dans l'émission de Michel Denisot, Mon Zénith à moi. La question du présentateur, quelle est la première chose que vous regardez chez un homme ? Catherine Lara répond, sa femme, une réponse devenue culte et qui avait ouvert la voie à des questions sur le rapport de l'homosexualité dans la sphère publique. Catherine Lara, entre les Restos du Cœur, le SIDAction, Solancy ou encore cette phrase magique aussi prononcée face à Michel Denisot, vous avez toujours pris position en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme. À quel point c'est important pour vous d'être une artiste engagée ? Mais on est toujours engagé. Ça dépend. Je ne suis pas plus engagé. Je ne suis pas féministe. Non, c'est vrai. Non, c'est pas mon truc. Parce que j'ai pas envie de. J'aime pas les ghettos. J'aime bien. Je me sens une femme libre et libre d'aimer les hommes aussi à ma façon. Parce que j'ai une vie sans hommes, ce serait très 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 ennuyeux. Et
et d'aimer aussi une femme, parce que je vis avec une femme depuis 30 ans. J'ai envie de me sentir une femme libre et j'ai pas envie de revendiquer quoi que ce soit. Je n'aime pas comment dire, les excès. J'aime pas ce qui est excessif. Ça sert à rien. Toutes ces bagarres de MeToo, de tout ça. Bon, qu'on défende les femmes qui sont violemment attaquées, ça c'est normal. Personne n'a envie de voir un enfant, une femme, une vieille femme, un homme, n'importe qui, d'être blessé ou attaqué. Je trouve que... Mais les ghettos m'ennuient, voilà. Sauf les ghettos à la crème. En tout cas, je m'attendais pas du tout. Ouais, très bien, très bien. En tout cas, ça renvoie à ce mot aussi que j'avais donné au début, case, parce que je crois que vous n'aimez pas être mise dans des cases aussi. En tout cas, on vous considère. Ah, j'aime pas. Oui. Voilà, c'est pour ça. Donc, on vous considère en tout cas comme une femme libre, Catherine Lara. Alors vous, le public, vous n'êtes pas libre. Vous êtes obligé d'aller voir ce spectacle Identité avec un S qui sera à retrouver le 17 octobre au Cirque Royal de Bruxelles. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir à nouveau, Catherine Lara. Merci à tous. Et on se revoit l'année prochaine. C'est un rendez-vous qui est pris maintenant. Voilà, moi, chaque année, je sais pas, on est le combien on est le 9 septembre, je pense. Voilà, L'année tous les prochaine. 9, je suis là. On se voit l'année prochaine. Merci beaucoup en tout cas, Catherine Lara. Merci, quant à nous, vraiment. on va poursuivre cette émission. C'est Que adorable. s'est-il passé sur les réseaux sociaux, sur les internets? Tour d'horizon des buzz du jour avec le scroll de Marie-Jean Riès. Salut Marie, alors que hier tout le monde avait les yeux rivés sur la chute du Premier ministre français, Louis Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy, a publié la vidéo de sa candidature à la mairie de Menton. Oui, pendant que les députés faisaient tomber François Bayrou hier, Louis Sarkozy, lui, il veut sauver Menton. Alors vous allez me dire, pourquoi Menton? Puisque Louis Sarkozy, il vient de Neuilly. Eh bien, je sais pas trop, parce que visiblement, il a choisi cette ville un peu au hasard. Je ne suis mentonais ni de lignée, ni d'origine, ni de naissance, ni d'éducation. Bon, je suis un peu mauvaise langue parce que Louis Sarkozy, en vrai, il habite Menton depuis des années avec sa femme Nathalie. Et dans cette vidéo de candidature, eh bien, il dévoile son projet en détail. Regardez. Il est en vérité résumable à une seule phrase. Le renouveau. Menton exige du sang neuf. Voilà, là j'hésitais entre une blague sur le fait que Louis Sarkozy est un vampire, sur une comparaison entre le 109 et la moyenne d'âge des Mentonnais, ou encore sur une blague sur les affaires de justice de son père. Ça n'a rien à voir, mais c'est toujours drôle. Mais à la place, je vous laisse sur d'autres extraits de la vidéo de Louis Sarkozy, qui finalement est avant tout un poète. Et avec sagesse, le maire se doit d'être le garant de son passé comme de son avenir. Rien n'est acquis, rien ne nous sera donné. Chaque histoire a un début, chaque racine son origine. Des paroles très émouvantes. J'ai presque envie de sécher votre larme, Jim. On poursuit Marie avec la mésaventure de deux Américaines qui se sont retrouvées en Tunisie alors qu'elles voulaient aller en France. Oui, encore un jour sombre pour la géographie. Alors qu'elles étaient en vacances à Rome, deux Américaines ratent leur avion et demandent donc le prochain vol pour Nice. Sauf que, visiblement, il y a eu une petite erreur de compréhension quelque part. Is this going to Nice? Tunis, yeah. I thought you said to Nice, which is in France. Oh. That's why you confused me. Wait, where is this going? Tunis, yeah, in Tunisia. Yeah. Indonesia? North Africa, not in France. You're not going to France, right? Yeah, we are. You are going to France? Is that where this is going? Just go for that. Voilà, après on les voit chercher sur leur GSM où peut bien être la Tunisie. Alors cette vidéo, elle a fait 25 millions de vues sur TikTok et les internautes, il faut le dire, ne sont pas très cléments avec les deux voyageuses qui découvrent littéralement où est ce pays. La plupart des commentaires, c'est pour demander si la géographie est illégale aux États-Unis. Alors finalement, l'histoire se termine bien puisqu'après quelques heures d'attente et de négociations à l'aéroport de Tunis, eh bien, les deux Américaines ont quand même pu embarquer dans un avion direction Nice. Ouais, la géographie, c'est pas la matière. La géographie et les Américains. Les Américains, exactement. Pour finir, Marie, pour finir ce scroll, vous nous parlez, ah oui, c'est ça, d'une nouvelle mode sur TikTok qui inquiète les spécialistes. Oui, comme beaucoup de tendances sur TikTok en réalité, mais cette fois, c'est la Fédération française d'orthodontie qui s'est dit, je cite, abasourdi. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cet abasourdissement? Eh bien, ce sont ces vidéos, regardez. Adults have started sucking on pacifiers in order to soothe their anxieties.
Des adultes qui utilisent des tétines, c'est donc la nouvelle tendance sur TikTok, une tendance venue de Chine et qui aurait beaucoup de bienfaits si on en croit les sites de vente de tétines pour adultes. Réduction du stress, amélioration de la qualité du sommeil et même une aide pour arrêter de fumer. La Fédération d'orthodontie, elle n'est pas du tout d'accord avec cette liste. Utiliser une tétine quand on est adulte, c'est même dangereux. Ça peut déformer la mâchoire, provoquer des problèmes de déglutition, voire même des infections buccales. Et surtout, ça n'a aucun effet prouvé sur la détente ou sur la réduction du stress. Merci beaucoup, en tout cas, Marie Joriès, pour ce scroll à découvrir tous les soirs dans le Mondorien, puis quand vous le souhaitez, sur LN24. Nico, le Mondorien, c'est déjà terminé, mais pas de panique, on se retrouve demain. Bien sûr, sans tétine, je vous rassure, avec comme grand invité une journaliste, auteure de véritables best-sellers vendus à des millions d'exemplaires. Ses conférences rassemblent beaucoup de monde, ses vidéos dépassent les centaines de milliers de vues. Elle s'appelle Natacha Calestrémé et elle sera avec nous demain. Merci Jim. Merci Nico, merci à Richard Dehulf et à l'ensemble des équipes techniques d'LN24 pour la préparation de cette émission. Le Mondorien revient demain 22h sur LN24. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, Le Mondorien sur Instagram pour découvrir des coulisses, notamment des interviews, puis plein d'autres choses. Excellente soirée sur LN24.